Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'importance de la vérification diligente dans le cadre d'un financement commercial. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Brigitte Oligny qui est courtière hypothécaire chez Multiprêt Commercial. Bonjour Brigitte. Bonjour Peter. Alors, j'espère que tu es en forme aujourd'hui parce qu'on a un sujet Absolument. vraiment important. Captivant. On va jaser vérification diligente, paperasse aussi, principalement, qui est probablement l'élément qui agace le plus nos clients quand on leur demande une liste de documents ça de longue. Je sais que les clients n'aiment pas ça, mais en même temps, il y a une importance qui est reliée à ça. Alors, j'aimerais ça, de façon générale, que tu nous expliques dans le contexte du courtage hypothécaire, vérification diligente, ça veut dire quoi? Bien, la vérification diligente, c'est extrêmement important. C'est la base de la transaction. Il ne faut pas la négliger non plus. La dernière chose qu'on veut, c'est qu'on ne l'ait pas fait comme il faut, puis qu'il y a un risque, un enjeu important dans le dossier qui ressorte plus tard. On a l'air bien fou. Donc, il faut vraiment, comme tu le disais, les clients, c'est un peu assommant, la liste d'informations qu'on demande, mais c'est essentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils nous l'ont donné à nous au complet, en principe, c'est ce qui est transféré au prêteur, puis ils n'ont pas le resoumettre plusieurs fois. Mais à partir de cette information-là, dans le fond, c'est d'examiner toutes les informations qu'on reçoit, autant au niveau personnel, les actionnaires, la qualité des garanties. C'est un examen là, complet de tous les intervenants ou tous les paramètres du dossier. Donc, dans le fond, individu ou actionnaire, compagnie, immeuble. Donc, on vérifie vraiment l'ensemble de l'œuvre pour ne pas avoir de surprise parce que, évidemment, quand on se retrouve devant un banquier puis que ce prêteur-là nous apprend une situation dans un dossier, on a l'air fou. On a l'air bien fou. Puis le client aussi. Oui. Comme courtier hypothécaire, on a l'air fou, mais le client vient de perdre sa crédibilité aussi. Puis son temps. Parce que puis juste ça peut faire échouer la transaction, là. Absolument. Si le prêteur, il vient de perdre confiance, là, il vient de, comme on dit, il barre aux quatre roues, il ne veut plus le dossier, là, parce que là, tu as donné un élément important que tu ne savais pas, c'est ta job de le savoir. Il faut absolument que tu connaisses tous les risques du dossier et que tu sois capable de les mitiger ou les compenser par autre force dans le dossier. Absolument. Ça ne sera pas sur ton script, mais on va improviser un peu. Pour les individus, on leur demande quoi habituellement? On leur demande le bilan personnel, qui, lui, il y a toute l'information sur les actifs, passifs, l'identification, évidemment. Et on leur pose des questions. On leur demande est-ce qu'ils ont déjà fait faillite? Est-ce qu'ils ont déjà eu affaire à la justice? Est-ce qu'ils font l'objet d'un report de paiement de capital dans un de leurs prêts? Qui n'est pas tout le temps un bon signe. Non, c'est ça. Ça veut dire que tu es en difficulté financière. Et pourquoi? C'est que si ça arrive, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de deal, mais on va en discuter, puis on va se gager en fonction de l'information qu'on va obtenir. Absolument. Donc, et j'ai un cas justement où est-ce qu'un client n'a pas été tout à fait transparent et ça a eu un impact dans les étapes par la suite et tout le monde a perdu du temps puis on avait des jeux de délai, donc il faut l'adresser dès le départ. Absolument. Donc, bilan personnel, ça veut dire de nommer, le client doit nous dire qu'est-ce qu'il y a comme placement, bâtisse, qu'est-ce qu'il y a comme dette. J'imagine au niveau des placements, ça nous prend des preuves, c'est pas juste une déclaration, des états de compte, bien évidemment. Oui. Est-ce qu'on va chercher les rapports d'impôts dans certains cas? Oui, si on est dans le multilogement, on va demander les rapports d'impôts au complet, fédéral, pour 2 années, les 2 dernières années. Si on est dans le commercial pur, on peut se limiter à l'avis de cotisation. La dernière année provinciale, fédérale, on veut savoir, y a-t-il une grosse dette d'impôt due? Le prêteur veut le savoir. Ça fait partie de la diligence. On veut passer au peigne fin le dossier. On sait qu'il n'y a pas d'impôt en retard. Voici sa valeur nette. Il n'a jamais fait affaire à la justice. Il n'a pas fait de faillite. On a tout le portrait global. Absolument. Puis sinon, s'il y a une compagnie, on va aller chercher les états financiers aussi. On analyse tout ça. Puis après ça, il y a l'immeuble. Oui. L'immeuble lui-même, admettons qu'on est en immobilier multilogement. Ça va jusque où, toute la documentation qu'on a besoin? En multilogement, bien évidemment, il y a tout ce qui va appuyer les revenus et dépenses de l'immeuble. Donc, le compte de taxes, les factures d'hydro pour l'année, l'assurance, les baux, les renouvellements, le rapport d'évaluation,
Donc, tout ce qui permet de qualifier l'immeuble, on en a besoin comme information. Absolument. Fait qu'une fois que le client nous a fourni toutes ces informations-là, là, c'est là que ton travail de courtier commence, d'analyser toutes les informations, d'en tirer à la limite des éléments ou des drapeaux rouges sur certains éléments avec lesquels on va essayer de mitiger le risque le plus possible pour se présenter au prêteur. Point de vue inspection physique, est-ce que, comme courtier hypothécaire, on a parfois à aller sur les lieux, constater l'immeuble lui-même en tant que tel? Oui, ça peut arriver qu'on doive le faire. C'est peut-être pas 100% du temps parce qu'on a une évaluation professionnelle qui nous donne beaucoup d'informations. Parfois même, on a un rapport environnemental qui nous donne encore d'autres sortes d'informations sur l'immeuble et le banquier, lui, a le devoir de faire la visite de site. Donc, ça peut arriver que cette étape-là, c'est pas de la négligence, c'est qu'elle n'est pas nécessairement nécessaire. Ouais. L'information qu'on a en main est complète là, pour statuer sur l'immeuble. Parfait. Tu viens de parler d'analyse environnementale. Donc, dans quel cas on pourrait avoir à faire cette demande-là? Dans le commercial pur, si on part du multilogement, dans le multilogement, à partir de 7 unités, on doit faire une étude environnementale. Dans le peu commercial, la plupart du temps, on a besoin d'une étude environnementale. Donc, ça peut arriver si les montants de financement sont pas importants et que la nature des activités de l'entreprise, là, c'est évident qu'il n'y a pas d'activité à risque au niveau environnemental. Il y a des prêteurs qui vont faire des exceptions, mais c'est très rare. Et c'est normal. Le prêteur qui met son argent qui avance les sommes, il veut s'assurer que sa garantie est de qualité et qu'il n'est pas contaminé. Absolument. Parce qu'un terrain contaminé, on vient de faire descendre beaucoup la valeur de l'immeuble. Là. Clairement. Puis on ne peut pas le flipper, on ne peut pas le vendre tant qu'on ne l'a pas décontaminé. On est responsable comme vendeur. Si on vend un immeuble contaminé, on demeure responsable. Absolument. Puis il faut le faire décontaminer et c'est beaucoup de sous dans certains cas. Absolument, absolument. Ben, on va d'ailleurs avoir un podcast qui va couvrir l'entièreté des rapports environnementaux, phase 1, phase 2, phase 3 en décontamination. Donc, j'invite les gens à continuer de nous écouter sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir plus d'informations à ce sujet-là. Si on parle désormais, Brigitte, de plus les risques qui sont liés à la propriété. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque lié à la propriété? Bien, il peut avoir, au-delà de l'environnement, il peut avoir des risques de vices de construction, ça, c'est quant à l'immeuble, là, mais si on y va au-delà de la transaction, il y a les risques de hausse de taux d'intérêt, il y a les risques de conjoncture économique, il y a une bâtisse qui est vacante, mais que la vacance s'éternise. Donc, ça, c'est un risque par rapport à l'immeuble. Les problèmes de titre, j'imagine. Oui, aussi, problème de titre. Certificat de localisation qui n'est pas conforme. Exactement. OK, parfait. Puis sinon, tu as commencé à en parler un peu, mais tout ce qui est risque financier, tu parlais des taux d'intérêt, mais il y a aussi la vacance, certainement, j'imagine, qui joue en ligne de compte. Effectivement. Donc, la qualité des locataires, c'est à vérifier dans la diligence. Surtout au niveau commercial pur, hein? Tout à fait. Le type de locataire peut avoir une influence importante. La longévité des baux peut avoir une importance aussi à ce niveau-là. Ça peut être un grand risque parce que chaque locataire est une entité en soi, une entreprise qui comporte ses risques à elle. Oui. Donc, il faut que tous les locataires soient solvables, soient prospères pour avoir une bâtisse locative de qualité. Absolument, absolument. Et sinon, quand on parle de l'influence de ton due diligence dans la structure des prêts, dans la décision qu'on va prendre, comment ça influence le résultat dans l'analyse? Bien, les informations qu'on obtient, ils vont justement déterminer le montage financier qu'on va faire. Dans certains cas, il y a des avenues qu'on ne prendra pas parce que les informations recueillies ne le permettent pas. Donc, ça détermine tout le montage financier. Puis, c'est pour ça qu'il faut faire le tour, que ce soit la capacité de réinjection du client. Si jamais il y a une tâche au bureau de crédit, il y a peut-être des créanciers qui... il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'ouverture du tout. D'autres qui, oui, ça dépend. L'immeuble en tant que tel, le type d'activité économique. Il y a des prêteurs qui ne vont pas jamais financer des stations-service
D'autres qui vont y aller avec un phase 1, un phase 2, les études environnementales de 2 niveaux, pour s'assurer avec un échantillonnage là, que vraiment le terrain n'est pas contaminé. Donc, c'est toute cette prise d'information-là dès le départ qui va vraiment aligner le dossier et l'avenue qu'on va prendre. Puis la recherche de prêteurs, évidemment. Tu as parlé des stations-service. Il y a d'autres exemples, comme entre autres les immeubles mini-entrepôts. Ce n'est pas tous les prêteurs qui vont faire ce type d'immeuble-là. Non. Donc, évidemment, un client qui veut faire ses recherches de financement lui-même, plutôt qu'utiliser un courtier hypothécaire, risque de cogner à des portes qui n'aurait pas dû cogner de toute façon. C'est une énorme perte de temps parce que lui ne connaît pas justement les paramètres de chaque institution financière. Absolument. Nous, on le sait qu'avec un type de dossier, on ne va pas voir tel prêteur, on va aller voir l'autre, puis on sait dans quelle proportion, quel ratio prêt-valeur il va prêter. Le client, lui, là, chaque fois, il va se représenter à chaque banque pour raconter son histoire, donner des informations pour savoir dire on ne peut pas le faire. C'est énormément de temps perdu, là. Absolument. Son temps, il est plus payant à être utilisé autrement. Brigitte, en conclusion, ce que j'en comprends, ce qui est important, c'est qualité de l'information. Ça nous prend la collaboration du client, évidemment, pour nous donner toute l'information et tout nous dire. Essayer de cacher de l'information quelque part va finir par être découvert et risque d'affecter sa crédibilité. Absolument. Avoir évidemment un bon gage au niveau de l'immeuble, sa garantie physique, le risque lié à l'immeuble, évidemment, conjoncture économique. Donc, tu considères tout ça comme courtier hypothécaire avant de présenter le client auprès des différents prêteurs. Donc, clairement, on a besoin de quelqu'un comme toi pour faire cette analyse-là. Merci beaucoup, Brigitte. Ça a été super intéressant. Merci.